Au module D de Sciences 9, on parle d'électricité. L'électricité se trouve partout dans notre vie, que ce soit avec les ampoules, la lumière, les batteries ou même l'électricité naturelle que l'on trouve lors des orages. Tous les objets qui nous entourent ont une charge électrique. La charge peut être positive ou négative. Mais pour comprendre que chaque objet ait une charge, il faut se souvenir de notre leçon sur l'atome. L'atome est composé d'un noyau avec des neutrons qui sont de charge neutre et des protons qui sont positifs. Autour de ce noyau, il y a les électrons qui sont de charge négative. L'électricité, c'est en fait un déplacement de ces électrons qui sont de charge négative. Quand il y a de l'électricité, c'est donc qu'il y a un transfert d'électrons d'un objet à un autre. Prenons comme exemple deux objets neutres. Si ces deux objets entrent en collision, il y a des chances pour qu'un des électrons se transfère à l'autre objet. L'objet A devient donc une charge négative alors que l'objet B est chargé positivement. L'électricité statique, c'est quand un objet accumule une charge. Donc, les électrons ne bougent pas tout seuls. Cependant, quand ils rentrent en collision avec un autre objet, ils sont arrachés et les deux objets deviennent chargés, l'un positivement et l'autre négativement. Cette collision et cet échange d'électrons s'appelle la décharge électrique. Celle-ci peut être très dangereuse quand il s'agit de charges énormes. Voyons maintenant les trois lois principales qui s'appliquent à l'électricité. La première loi nous apprend que les charges de signes opposés s'attirent, c'est-à-dire qu'un négatif attire un positif et qu'un positif attire une charge négative. La deuxième loi nous dit que les charges de même signe se repoussent. Donc, deux charges négatives vont avoir tendance à se repousser, telles que deux charges positives vont faire aussi. La troisième loi nous dit que les objets chargés attirent les objets neutres. Puisque l'électricité est un déplacement d'électrons, il est important de se demander où ces électrons peuvent se déplacer librement. S'il y a des substances qui leur permettent de se déplacer plus facilement ou non. Les substances qui permettent aux électrons de se déplacer très facilement s'appellent des substances supraconductrices. Ensuite, il existe des substances conductrices, puis des substances semi-conductrices, des substances faiblement conductrices et finalement des isolants. Les substances supraconductrices ne s'opposent pas au déplacement d'électrons, tandis que les substances isolantes retiennent fortement leurs électrons, ce qui ne permet pas à l'électricité de passer. Voici quelques conducteurs et isolants d'usage courant que vous retrouvez dans votre livre. L'électricité est quelque chose qui peut être très dangereux. Si nous touchons l'électricité, nous pouvons être électrocutés. C'est pour cette raison que face à des substances supraconductrices, l'humain essaye de neutraliser ces substances à l'aide d'un ioniseur. Un ioniseur produit des ions positifs et négatifs afin de neutraliser la substance qui est chargée. Par exemple, le Bouncy, la feuille que l'on met dans la sécheuse avec le linge, permet d'absorber les électrons qu'il y a en trop dans le linge, enlevant ainsi l'électricité statique. Rappelons-nous que l'électricité est un déplacement d'électrons. Mais dans ce cas-là, comment se déplace-t-il ?
Les électrons ou l'électricité se déplacent à travers un circuit électrique. Nous avons d'un côté une charge, puis de l'autre côté la source. La source permet de fournir l'énergie nécessaire pour que l'électricité passe dans le circuit. L'électricité se transfère à l'aide d'un fil conducteur qui se rend à la charge. La charge a comme travail d'effectuer un travail qui peut être lumineux ou sonore ou autre. Puis, dans un circuit électrique, il y a toujours une commande qui permet d'ouvrir et de fermer le circuit. Quand le circuit est fermé, tout est connecté. Donc, l'électricité peut se déplacer, circuler librement. Et alors, la charge peut effectuer son travail. Afin de faciliter le dessin des circuits électriques pour les gens qui travaillent dans le domaine, voici comment nous représentons la source, une pile ou une batterie. Et voici comment est représentée l'ampoule. Dans votre livre, vous retrouvez une légende de ces symboles. Il existe deux façons de placer notre circuit. Nous pouvons avoir un circuit en série où le courant se partage entre les ampoules et un circuit en parallèle où le courant est de la même intensité pour chaque ampoule. Voici un tableau où nous retrouvons plusieurs concepts de mesure dans l'électricité. Par exemple, la charge que nous avons vue au début de cette vidéo, positive ou négative. Le symbole est C et l'unité de mesure est en coulombs. Le courant électrique, quant à lui, a comme symbole un I majuscule et se mesure en ampères quand le courant est d'une intensité normale et en milliampères quand le courant est très très faible. Pour mesurer les ampères, nous avons recours à un ampère-mètre. De même, dans notre schéma, nous noterons l'ampère-mètre avec un A majuscule dans un cercle. Le galvanomètre, quant à lui, permet de mesurer les milliampères. Le courant n'est pas la seule chose que l'on peut mesurer dans un circuit électrique. Nous pouvons aussi mesurer la tension, c'est-à-dire la différence d'énergie entre deux points dans le circuit. Donc l'énergie est calculée à un point, puis à un autre, et la différence s'appelle la tension. On peut aussi l'appeler différence de potentiel. Elle est mesurée en volts avec cette machine, le voltmètre. Voyons voir de plus près comment cela se passe à l'intérieur d'un fil électrique. Tout d'abord, le fil électrique est composé d'une substance, donc elle est composée d'atomes. Les noyaux des atomes sont marqués N sur le dessin, ainsi que leurs électrons. Les électrons de l'électricité essayent de se frayer un chemin. Ils circulent dans le fil. Ils doivent donc éviter les noyaux. Sinon, les noyaux les attraperaient avec eux. Cependant, il arrive parfois que les électrons de l'électricité rentrent en collision avec les noyaux. Cela cause de la résistance. Cela veut dire que c'est plus difficile pour l'électricité de circuler. La résistance, son symbole étant R, se calcule en ohms à l'aide d'un ohmmètre. Voici le symbole et la machine qui permet de calculer la résistance. L'énergie, quant à elle, E, est calculée en joules et la puissance P en watts. Voyons voir les calculs importants à retenir dans ce module sur l'électricité. Tout d'abord, nous allons apprendre à calculer la résistance. La résistance est égale à V, qui est la tension, sur I, le courant. Voici la résolution des deux exemples qui se trouvent dans votre cahier de notes. Dans le premier exemple, on me demande de calculer la résistance. Je pose donc ma formule et je vais chercher les informations. V, c'est la tension en volts et I, le courant, en ampères. Je remplace mes données de ma formule par des vraies données, donc 120 volts sur
10 ampères, j'ai vérifié que mes unités étaient correctes. Cela signifie que la résistance est de 12 ohms. Dans le deuxième exemple, nous parlons de tension. On nous donne le courant, 15 ampères. Donc je pose ma formule R est égal à V sur I, mais je me rends compte qu'on me demande la tension. Donc quand je remplace mes valeurs, j'ai 22,5 ohms est égal à point d'interrogation sur 15 ampères. Pour me débarrasser du divisé par 15, je fais x 15, il s'agit d'isoler la variable. Et cela me donne, après calcul, 37,5. Et la tension étant en volts, c'est l'unité que je mets. Voici un tableau des facteurs influents sur la résistance d'un fil qui se trouve dans votre livre. Il y a 4 choses qui peuvent influencer si la résistance augmente ou diminue. La longueur du fil, la superficie de la section transversale, la température et la composition du fil, c'est-à-dire le métal avec lequel le fil a été formé. Un autre calcul très important à retenir dans ce module est le calcul de la puissance. La puissance, il y a 2 formules. Tout d'abord, E sur T, où E est l'énergie en joules et T le temps en secondes. Mais la puissance P est égale à I fois V, où I est le courant en ampères et V la tension en volts. Si nous effectuons les quelques premiers exemples qui se trouvent dans vos cahiers de notes, nous prenons le courant qui nous est donné, donc I est égal à 12 ampères, la batterie de 9 volts qui représente V, et nous cherchons P. 12 fois 9 est donc égal à 108. Le potentiel étant calculé en watts, nous mettons 108 watts. Dans le deuxième exemple, on nous donne V, 100, et on nous donne P, qui est 750 watts. La variable à isoler ici est le I, le courant électrique, en ampères. J'isole donc la variable et j'obtiens 7,5. Il existe différentes formes d'énergie pour effectuer un travail. L'énergie électrique, l'énergie thermique, qui est la chaleur, l'énergie sonore, qui est la production de sons et de bruit, et plusieurs autres énergies que nous n'aborderons pas nécessairement dans ce module. Depuis déjà très longtemps, l'être humain s'est rendu compte qu'il pouvait transformer une énergie pour en provoquer une autre. L'énergie électrique, par exemple, peut se transformer en énergie thermique, c'est-à-dire la chaleur. Ainsi, l'énergie thermique peut aussi se transformer en énergie électrique. Cette dernière transformation peut s'effectuer à l'aide d'un thermocouple. En français, couple signifie deux et thermo, chaleur. Il s'agit d'avoir 2 fils de matières différentes que l'on plonge d'un bout et de l'autre dans de l'eau à température différente. Cela crée un courant électrique. Ce courant ou cet effet est appelé l'effet Seebeck. Les thermocouples sont souvent utilisés dans les génératrices thermoélectriques qui se trouvent dans les maisons afin de chauffer la maison. L'énergie sonore peut, quant à elle, aussi être transformée. Il peut y avoir l'énergie électrique qui se transforme en son, donc l'énergie sonore. Cet effet s'appelle l'effet piézoélectrique. Il se produit lorsqu'on écrase une pièce de cristaux, notamment du quartz, ce qui crée des vibrations dans les cristaux et donc il y a une production de son. L'effet piézoélectrique est aussi vrai à l'inverse.
c'est-à-dire l'énergie sonore, donc ces vibrations de cristaux qui produisent de l'énergie électrique. L'effet piézoélectrique est notamment utilisé dans les briquets pour barbecue. Revenons à notre système électrique pour discuter de la charge. Rappelons-nous que la charge permet d'effectuer un travail à l'intérieur du circuit électrique. La charge peut être lumineuse, comme dans le cas d'une ampoule, sonore, comme un réveil matin qui fait du bruit, vibratoire, mécanique, ou beaucoup d'autres choses que nous n'abordons pas nécessairement dans ce module. Concentrons-nous sur les charges lumineuses. Nous avons appris que les ampoules incandescentes, celles que nous retrouvons très régulièrement dans une maison, utilisent une résistance afin de produire de la lumière. Les ampoules fluorescentes, mieux connues sous le nom de néons, comme nous voyons dans les classes, utilisent quant à elles de la chimie afin de produire de la lumière. Les ampoules DEL ou lampes DEL, c'est-à-dire diodes électroluminescentes, utilisent quant à elles des microplaquettes semi-conductrices qui lui permettent de créer de la lumière. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'elles utilisent beaucoup moins d'énergie et durent beaucoup plus longtemps que les autres ampoules. Maintenant, abordons la source. La source donne de l'énergie. Il existe plusieurs formes de sources. Il y a des sources portatives, comme les piles électrochimiques. Les piles peuvent être liquides ou sèches, et dans les deux cas, nous retrouvons des piles non rechargeables, c'est-à-dire primaires, et des piles secondaires qui sont rechargeables. Le fonctionnement des piles va comme suit. Il y a deux métaux qui sont appelés des électrodes, qui sont dans un liquide chimique ou dans une substance chimique appelée l'électrolyte. La deuxième source possible d'énergie s'appelle des génératrices ou des moteurs. Ce sont des sources d'énergie plus grandes que les sources portatives. Elles permettent notamment de transformer l'énergie mécanique, c'est-à-dire le mouvement, en électricité. Lorsqu'un fil de cuivre ou d'un autre métal conducteur tourne à l'intérieur d'un champ magnétique nord-sud, il y a production d'électricité. Or, pour faire tourner le fil, nous avons besoin d'une turbine, c'est-à-dire un moteur qui tourne, qui permet de faire tourner le fil. Et cela produit du courant. Il est à noter qu'il existe plusieurs sortes de courants, tels que le courant alternatif ou le courant continu. Une autre source qui existe dans notre monde, ce sont les centrales. Celles-ci sont de grosses sources d'énergie. Les centrales peuvent être hydroélectriques, c'est-à-dire avec de l'eau, nucléaires, électriques ou cogénératrices. De plus, l'humain a développé des sources alternatives qui sont plus écologiques, telles que les éoliennes, l'énergie solaire ou l'énergie géothermique. Précisons que les sources portatives servent surtout à des appareils électroménagers, tandis que les génératrices sont pour les maisons ou les immeubles et les centrales pour les villes. Voyons rapidement le chemin parcouru par l'électricité à partir de la centrale. La centrale électrique produit une énorme quantité de courant. À sa sortie, elle est passée à travers un transformateur qui augmente sa tension afin de pouvoir lui faire traverser énormément de kilomètres ou parcourir de longues distances. Arrivé près d'une ville, l'électricité repasse à travers un transformateur, mais cette fois, c'est pour diminuer le courant, afin que ce courant puisse être utilisé sans danger dans chaque maison. Arrivé dans les maisons, l'électricité passe à travers un compteur qui permet de mesurer l'énergie utilisée dans la maison en watts. L'électricité est aussi reliée à un panneau de service qu'on appelle disjoncteur ou panneau à fusible qui permet de contrôler le voltage des fils électriques de la maison. Ceci est une question de sécurité. Si le voltage est trop haut,
le panneau permet d'arrêter l'électricité dans la maison. Tout est une question de sécurité.